Monsieur Dumas, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre des Affaires étrangères entre 1984 et 1986 et entre 1988 et 1993, donc au moment de la chute du mur et des différentes négociations qui ont eu lieu par la suite. Actuellement, il y a des débats assez passionnés à propos des promesses orales qui auraient été faites à l'URSS pendant les négociations de réunification de l'Allemagne, de ne pas étendre l'OTAN au-delà de l'Allemagne pour qu'elle accepte le fait que l'Allemagne unifiée soit bien dans l'OTAN. Les Russes ont tendance à dire que ces promesses-là ont été faites de façon extrêmement claire. Les Américains ne demandent pas forcément, mais disent qu'il n'y avait rien d'écrit dans les traités, et donc ce n'était pas une obligation. D'après vos souvenirs, vous qui avez fait partie des discussions du 4+2, qu'en a-t-il été? Qu'a-t-il été vraiment promis à Shevardnadze et à Gorbatchev à ce moment-là? Quelles promesses vous-même peut-être avez-vous faites? Il faut réfléchir un petit peu à la chronologie, sinon ce n'est pas logique, ça arriverait comme les cheveux sur la soupe. En réalité, nous avions fait le constat, Gorbatchev et moi, et le président Mitterrand à l'époque, qu'il n'y avait pas eu, pour mettre fin à la guerre avec l'Allemagne, il n'y avait pas eu de traité de paix. Et qu'il fallait donc régler cette situation bancale. Et c'est la raison pour laquelle nous avions imaginé avec mon ami Hans-Dietrich Genscher, le ministre des Affaires étrangères allemand, qu'il y ait des discussions sur chaque manque, puisqu'il n'y avait pas eu de traité de paix. Et c'est ainsi que nous avions organisé une série de rencontres dans les différentes capitales pour négocier tout ce qui ne l'avait pas été. Nous avons eu des réunions à Londres, des réunions à Paris, et puis la dernière, qui devait consacrer l'accord global, avait lieu à Moscou, bon, en présence de Gorbatchev. Et à chaque fois, une partie de ce qui manquait avait été négociée et acceptée. Par exemple, on a organisé des discussions autour du réarmement. Bon. Il reste que là va prendre place le point particulier que vous avez signalé sur les forces de l'OTAN. Bon. On avait organisé des discussions sur bien d'autres sujets. Par exemple, l'Allemagne n'avait pas été restaurée complètement dans sa souveraineté. Il y avait eu un arrêt des hostilités, mais il n'avait pas été mis fin par un traité en bonne et due forme, etc. Et enfin, une dernière réunion avait été organisée pour restituer à l'Allemagne sa plénitude sur le droit international. Bon. C'était donc la réunion de Moscou qui s'est tenue tout à fait à la fin, une réunion complète, générale, avec tous les grands chefs de la diplomatie à l'époque. Et tout ça s'est mis en place. Et puis après, tout de suite après, les discussions ont commencé. D'abord, ça a commencé assez sérieusement à Moscou, le jour de la signature, parce que nous sommes intervenus les uns après les autres. Et c'est là où va prendre place la fameuse initiative dont nous avons parlé très brièvement, à savoir qu'est-ce qu'on va faire des troupes de l'OTAN. Bon, et on a répondu d'une façon que moi je m'en souviens formellement, et je ne suis pas le seul, il y en a quelques-uns maintenant. Et puis on a signé, mais la controverse a commencé tout de suite après. Mais elle n'a pas pris place tout de suite sur ces sujets. Elle a pris place dans la discussion sur le transfert des troupes et surtout sur le réarmement de ces dispositions. Et je me souviens très bien, très très bien, que dans les mois qui ont suivi, il y a eu une première déclaration très révoltée de Poutine quand les troupes de l'OTAN ont décidé de réarmer les provinces baltes. Vous en souvenez peut-être. Et à ce moment-là, tout le monde était intervenu en disant mais c'est un scandale en même temps de réarmer quelque chose qui devait être désarmé. Tout ça a pris place. Et puis les complications sont venues
notamment sur le transfert des armes dans l'ancienne région de l'OTAN. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, j'arrêterai là-dessus, il ne faut pas perdre de vue que dans la perspective qui était la perspective avec Gorbatchev, c'était une perspective de désarmement. C'est-à-dire qu'on désarmait petit à petit. On a commencé par les armements conventionnels, vous en souvenez certainement. Ensuite par le gouvernement atomique, mais par petites tranches. Les gouvernements moyenne portée, etc. Et cela présumait le désarmement plus vaste. Mais la première querelle a consisté sur les armements conventionnels à avoir une brouille. Bon. Et pourquoi? Parce que la discussion a eu lieu toute la matinée. On a commencé à 8-9 heures, on avait attendu l'arrivée du secrétaire d'État américain qui était en retard, et il y a une consigne dans la diplomatie américaine, c'est que les diplomates américains ne doivent pas prendre part à une discussion sérieuse le jour de leur arrivée sur le lieu où elle a lieu. D'accord. On attend 24 heures. Donc on a attendu 24 heures pour que monsieur, comment il s'appelait Baker. Baker soit prêt. Et c'est là où la discussion a eu lieu. Et la discussion a démarré de la façon suivante. C'est le diplomate russe, c'est-à-dire par Gorbatchev, mais aussi le ministre des Affaires étrangères, Shevardnadze, qui a demandé la parole et qui a dit nous voulons savoir, nous, délégation russe, ce que vont devenir les armements de l'OTAN dans le cadre des désarmements. Et nous exigeons, je me rappelle très bien, il était formel, que les troupes alliées observent deux obligations. La première, c'était très sentimental, et celle qui est relative à l'entretien, tenez-vous bien, l'entretien des monuments dans tous les pays soviétiques, des monuments à la gloire de l'armée russe. Bon. Le deuxième est savoir qu'il y a un engagement des troupes du pacte de Varsovie et de l'OTAN, qu'il n'y ait pas de déplacement des troupes de l'OTAN dans les régions qui vont être désarmées du pacte soviétique. Ce qui a provoqué la première réaction, le premier discours de Poutine a été là-dessus. Quand il est arrivé et qu'il y a eu la décision de réarmer toutes ces régions pour les forces nationales. Et le discours de Poutine était très clair. Si vous réarmez, c'est-à-dire que nous allons entamer une nouvelle période qui sera préparatoire à la guerre froide. C'était très clair. Bon. Donc voilà le schéma. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? La discussion s'est ouverte. Comme je vous l'ai dit, on a attendu que soit prêt le secrétaire d'État américain, qui a pris la parole le premier. Je crois que c'était dans les premiers. Et puis ensuite, tous les autres sont intervenus. Gorbatchev est intervenu, Shevardnadze est intervenu, je suis intervenu, et j'ai repris l'idée que les troupes ne pouvaient pas se déplacer dans les anciennes régions démilitarisées. Ce qui était évidemment, si on veut bien réfléchir en plus même, parce que l'argument qui va être utilisé, c'est vous ne l'avez pas demandé que ce soit inscrit dans le traité. Ce qui était assez vrai, j'ai vérifié. Mais le propos était tenu. J'ai demandé qu'on recherche dans les archives de l'OTAN. Ça n'a pas été mentionné dans les archives de l'OTAN. C'est-à-dire des gens aussi précautionneux que les Russes, que les Américains, n'avaient pas pris, et les gens de l'Alliance Atlantique aussi, nous n'avions pas demandé que ce soit inscrit. C'est possible. Mais par rapport au caractère de la discussion générale, c'est-à-dire une tentative de désarmement pour mettre fin au risque de la guerre, parce que c'était ça qui comptait, et de préparer une autre période. Dans le contexte de l'époque qui était le désarmement, c'est logique. Donc cette discussion a eu lieu. Elle a eu lieu d'abord parce que les Russes l'ont demandé, parce que nous l'avons soutenu, moi le premier,
Et les Américains aussi. Et les Allemands aussi donc Et les Allemands, évidemment. Getscher, avant qu'il meure, je lui avais demandé s'il se souvenait de ces discussions. Il m'a dit parfaitement. Je me souviens parfaitement que c'est toi qui as soulevé le problème, après les Russes. Mais je me souviens très bien, et je suis prêt à le dire. Je crois qu'il l'a dit une fois ou deux dans sa période, enfin, dans les écrits qu'il a laissés. Bon. Donc, c'est pour ça que je faisais ce préambule un peu long, pour qu'on comprenne bien pourquoi cette question a été soulevée. Elle a été soulevée parce que c'était une conclusion sur le problème général du désarmement et du retour à la paix. C'était pas une fantaisie, comprenez. Mais on était dans une période heureuse de désarmement et chacun posait ses problèmes. C'est pas par hasard que le Russe, c'était lui qui était directement intéressé, a soulevé le problème des monuments à la gloire de l'armée soviétique, alors qu'ils allaient retirer leurs troupes, et qu'ils ont demandé que ces monuments soient entretenus convenablement à la mémoire, à la gloire de l'armée soviétique. Bon, si on veut bien se rappeler ce détail, et je le dis volontairement parce que la mémoire a toujours quelque chose de défaillant, mais dans ce phénomène de mémoire, il ne faut pas perdre de vue que très souvent un détail existe qui est vérifié et qui amène une discussion sur d'autres choses et qui rafraîchissent les mémoires. Bon. Deuxième élément qui est important, c'est que, en réalité, toutes les délégations françaises, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., toutes les délégations, quand elles rentraient dans leur capitale, elles ont fait toutes un compte-rendu. Même si ça n'est pas dans le traité, comme le prétendent les membres de l'OTAN. Bon, d'accord, admettons-le. Mais tous ont fait un compte-rendu. Or, il existe, si je vous dis s'il existe, c'est parce que j'ai fait des vérifications. La plupart des grandes délégations, les Anglais, les Allemands, la France, etc., ont fait un compte-rendu disant la discussion sur les armes et les armements est intervenue au cours du temps et elle a été résolue de cette façon. Il suffit de se reporter aux travaux qui ont été relatés par chaque délégation quand elle revient dans son pays. Et vous avez notamment en Amérique une très bonne déclaration du secrétaire d'État qui confirme ce que je vous dis. Donc voilà le détail, un peu plus en détail qu'on ne pourrait le croire, le détail des choses telles qu'elles se sont passées. Et à ce moment de la signature du traité de Moscou, donc, où vous vous rappelez avoir vous-même d'ailleurs donné cette garantie que l'OTAN ne s'étendrait pas, il y a eu de grosses négociations sur ce point-là, ou ça a été accepté assez rapidement? Ça a été accepté. Tout le monde a crié à l'évidence. Parce que si on en parle aujourd'hui avec l'atmosphère de crise actuelle, c'est anachronique. Bon, mais à l'époque, c'était un climat autre. Tout le monde applaudissait à la paix, tout le monde était heureux de la victoire. Et donc ça allait dans le sens de ce que les délégations souhaitaient. C'était quand même la fin de la guerre. C'est pour ça que j'ai fait ce long préambule, parce que c'est l'explication de ce qui va suivre. Et justement, quel regard vous portez sur ce qui a suivi? Eh bien, je regrette que les mémoires soient courtes dans certains esprits, parce qu'elle est très longue dans d'autres esprits, très, très clairs, et qu'ils n'ont pas démérité, par exemple. Il serait bon qu'il y ait de nouveau une réunion au niveau technique, peut-être des chefs des ministres des Affaires étrangères, on rassemble ce qui est. Ceux qui ont reconnu, je ne suis pas le seul à le dire, hein, et les délégations internes. Bon, beaucoup de gens sont morts, malheureusement, c'est toujours triste la mort. Mais avec les comptes rendus qui ont été faits dans les pays, on trouvera la trace de la discussion a eu lieu. Et je répète, c'est appuyé sur des considérations générales qui font qu'on voulait mettre fin à la guerre froide et surtout éviter un retour de la guerre froide. Voilà. Et tout le reste consacre un retour à la guerre froide plutôt qu'un pas vers la paix. Justement, par le traité de Moscou, vous avez finalement signé le traité qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale et à la guerre froide.
Oui. À un moment où les gens criaient à la fin de l'histoire et une vision quelque part de paix perpétuelle. On voit qu'actuellement est en train de se recréer une atmosphère de deuxième guerre froide. Comment en 30 ans on a basculé, d'après vous, d'une vision de paix à cette vision de nouveau de tension et de guerre froide? Mais je crois, on pourrait dire qu'il n'y a pas de fatalité dans l'histoire diplomatique. Il y a des prises de position, et puis il y a aussi des prises de position contraires, mais il n'y a pas de fatalité. Si cette situation s'est produite, c'est parce qu'il y a eu à ce moment-là un état d'esprit tel qu'il voulait qu'elle se reproduise plus tard. C'est pas par hasard que, bien qu'on ait dit ça, ça n'a pas été noté dans les archives de l'OTAN. Je veux bien l'admettre, mais je fais observer que c'est contraire à l'état d'esprit de l'époque. Hein? C'était dans les années 50, 60, qui était un climat de détente, et surtout qui avait été décidé par toutes les grandes puissances des accords, qui était de désarmer. Alors, on a parlé du désarmement, on en a même fixé le détail. D'abord les armements conventionnels, ensuite les armements atomiques à coup de portée, et puis après les autres à plus longue portée. Donc ça avait été décidé, et ça ne doit pas surprendre dans un climat qui était celle de l'après-guerre. Car je répète, il n'y avait pas eu de traité de paix avec les puissances nazies. Mais s'il n'y a pas de fatalité, pourquoi on se retrouve actuellement dans un climat qui est plutôt un climat de confrontation? Alors, je ne veux pas faire de procès à personne. À mon avis, c'est assez clair. Si on regarde bien, ceux qui ont mis fin à la négociation, quels sont-ils? Ce sont les Américains qui ont rompu en disant non, ça ne nous va plus, etc. Et ils ont notamment refusé de poursuivre les négociations sur les armes à courte portée, les armes atomiques, d'un seul coup. Et on n'en parle plus déjà depuis quelques années. Les délégations ne se réunissent plus. Après tout le reste, c'est-à-dire les armements conventionnels et puis les armements atomiques. On a vu que les Américains, il y a assez peu de temps, ont même, le président Trump, parlé d'essayer de développer des armes nucléaires tactiques pour être utilisées sur le champ de bataille, donc quelque chose qui met fin à une théorie depuis 70 ans de non-utilisation des armes nucléaires. Vous qui avez justement participé à cette atmosphère de désarmement, comment vous voyez cette modification de l'état d'esprit américain? Je pense que c'est les forces américaines qui existent vraiment en Amérique, c'est pas un secret de révéler ça, de surarmement qui ont amené l'abandon des négociations. Voilà. Et l'abandon des négociations a entraîné ensuite la démarche d'un surarmement, de reprise des armements, au lieu de continuer de désarmement pour la paix. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, il faut relire, vous savez, il n'y a pas de mystère dans les négociations diplomatiques. Il y a des écrits, il y a des déclarations, il faut bien les analyser, c'est très, très intéressant. Et on s'aperçoit très vite que tout est dit même. Savez-vous comment a démarré l'histoire du désarmement et de la discussion sur l'OTAN? C'est au cours d'une réunion banale, de routine, à Bruxelles, de l'OTAN. Bush était là, moi je me souviens très bien, Mitterrand était là et moi j'étais à côté de lui. Ça. À la fin de la réunion, c'est les problèmes habituels, c'est-à-dire quels sont les armements, qu'est-ce que nous pourrons faire, etc. La routine. Et à un moment, Bush père dit « Je voudrais demander à mes collègues de bien vouloir m'autoriser à faire une déclaration sur l'avenir de l'OTAN. » Je me souviens très bien, Mitterrand était en train de faire du courrier personnel, j'ai tapé du coude et je lui ai dit « Écoutez, écoute, et puis on va voir. Hein. » Et tout le discours de Bush, il n'était pas un va-t-en-guerre, il était plutôt quelqu'un qui réfléchissait un peu, qui discutait en tout cas. C'était... Ben, écoutez, l'Alliance Atlantique aujourd'hui a réussi
On a mis fin au nazisme, on a mis fin à différents conflits. Et est-ce que le moment n'est pas venu? C'était le thème du discours, je ne défends pas du tout l'esprit. Est-ce que le moment n'est pas venu de demander de transformer l'OTAN pour réfléchir à ce que pourrait être une défense pour l'ensemble des dangers du monde? Bon, ça n'avait pas l'air de manger de pain, mais ça voulait dire quelque chose très lourd. Je me souviens, moi j'ai pris la parole. Et donc on se souvient toujours de ce qu'on a dit. Et Mitterrand, qui avait repris le fil du discours, est intervenu après, en disant « Mais voyons, je ne comprends pas. Notre vision était la même. L'OTAN, c'était le traité de l'Atlantique Nord. Donc ça avait une compétence géographique bien limitée. Bon, si vous voulez en changer, il faut qu'on fasse une nouvelle réunion, une grande conférence, et on en discutera. Mais nous ne voulons pas vous donner notre sentiment aujourd'hui comme ça à la sauvette. Vous voulez nous faire maintenant, aujourd'hui, je rappelle l'expression qui a été reprise, et reprise très amplement par tout le monde, vous voulez refaire la Sainte Alliance. Cette alliance qui avait été faite contre Napoléon, vous en souvenez-vous. Et donc, si vous voulez modifier le traité, faisons une conférence de la paix, si vous voulez, nous y sommes opposés. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, quelque chose qui n'a pas été discuté, ce serait trop apparaître comme la résurgence de la guerre froide. Et donc, nous n'allons pas, par respect pour le président des États-Unis, voter contre, nous allons nous abstenir. Donc nous, on a fait inscrire au procès-verbal le vote de la France, et on s'abstient compte tenu de la proposition du président Bush, qui ne correspond pas du tout à ce qu'était le traité que nous avons fait ensemble. Et nous proposons qu'il y ait une autre conférence. C'était donc un peu dégagé en touche, comme on dit vulgairement au football. Mais c'était quand même l'état d'esprit de la discussion qui avait eu lieu. On a un traité, c'est vrai, il a servi à quelque chose, mais n'en faisons pas n'importe quoi. Si vous voulez en faire un traité mondial, alors bon, mais réunissons-nous et faisons une discussion pour ça. Ce qui évidemment s'est changé. Et j'ajouterai, vous voudrez bien comprendre, qu'à la suite de ça, il n'y a pas eu de réunion. L'OTAN reste l'OTAN. Le NATO a été dissous, ce qui était prévu depuis les débuts sur la paix. On dissout. Donc l'OTAN n'est pas dissous, et on aurait armes au contraire. Donc la chose est en l'état. Si vous voulez cet ensemble de choses, la discussion, sur la discussion des armements qui a coupé court. Je rappelle à ce propos que c'est quand même à l'initiative des Anglo-Saxons que cet ajournement a eu lieu. Bon, ça entraînait évidemment l'ajournement des autres. Et puis, il n'y a pas eu de conférence de nouveaux traités. Mais les choses ont été dites notamment par la délégation de la France. Et c'est pour ça que ça gêne un petit peu nos alliés américains, c'est qu'on a une position logique. Nous étions dans une conférence pour le désarmement, on la transforme en surarmement. Et nous disons non, vous ne pouvez pas simplement bricoler quelque chose aujourd'hui, mais si vous voulez, réunissons-nous pour faire un nouveau traité, ce qui n'a pas eu lieu. Donc les choses sont comme ça. Au milieu des années 90, George Kennan, qui était très âgé à l'époque, avait, dans une interview, pris très fortement position contre la proposition d'étendre l'OTAN à l'Est, puisque c'était le moment où l'OTAN s'étendait, en disant mais l'OTAN, il faudrait le dissoudre, c'était un instrument de guerre froide, il n'y a plus la guerre froide. Si au contraire on l'étend, ça risque de générer des tensions à terme et la guerre un jour. Quel regard vous aviez à ce moment-là sur le devenir de l'OTAN? Ça allait plutôt dans le sens que nous souhaitions. Ça allait même plus loin, puisque nous disons nous ne voulons pas voter positivement sur la proposition du président des États-Unis, pour ne pas être désobligeant, c'est quand même notre allié, mais on est prêt à faire à discuter d'un nouveau traité. Bon, cette discussion n'a pas eu lieu, parce que la discussion s'est envenimée.
finalement, au moment de la signature du traité de Moscou, en tout cas dans les négociations ce jour-là, finalement, la France a clairement dit qu'elle s'engageait à ce que l'OTAN ne s'étende pas à l'Est. C'était bien une position française. C'était une discussion générale avec toutes les délégations. Et donc tout le monde intervenait successivement. Et moi, je suis intervenu de la même façon, puis Mitterrand ensuite, pour mettre les choses au point très clairement. C'était Shevardnadze qui avait demandé ça. Donc on n'avait pas de raison de lui refuser. Il ne voulait pas que nous envoyions nos avions là où ils ne devaient pas être, si on faisait la paix. Et d'autre part, il n'y avait pas de raison pour qu'on refuse au pays en question d'entretenir les monuments à la gloire de l'armée russe. Ils les avaient quand même aidés pendant la guerre, il ne faut quand même pas oublier ça complètement. Et donc la position de la France a bien été oui, on est contre une extension de l'OTAN, il n'y aura pas d'extension de l'OTAN dans le futur. Oui, absolument. Et je crois que je n'ai pas été le seul. Je crois même que l'Américain a donné son point de vue, qui était tout à fait conforme à ça. Je me souviens très bien de la scène. Ça se passait dans un grand ensemble, là. Toutes les délégations dans la grande salle étaient là. Chacun prenait la parole à son tour. Et Baker était sur ma droite, là. Il avait repris ses esprits, il s'était reposé, il avait dormi, il était sur ma droite. Et il est intervenu après moi en disant, mais même si M. Dumas ne l'avait pas demandé, moi je l'aurais demandé.